Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ce nouveau live métier organisé dans le cadre de la semaine de l'industrie par l'OPCO 2I et les branches de l'industrie en région, cette fois-ci Centre-Val de Loire. Voilà, je suis super contente de vous retrouver. Moi c'est Sixtine et aujourd'hui je vais animer ce live. Grâce à MyFuture, du coup, on vous propose de découvrir durant un mois plein de métiers au sein de l'industrie, qui est un domaine qu'on ne connaît pas forcément, des métiers que vous allez découvrir avec nous, vu que c'est le but chez MyFuture de vous mettre en relation avec des professionnels. Et alors, justement, quand je parle de mettre en relation, ça veut dire vraiment qu'on va avoir un côté très interactif, et je salue au passage les collèges qui sont déjà dans le chat, donc les collèges André Siegfried, le collège Marie Curie, et j'apprends aussi qu'il y a 2 classes en biochimie, donc bienvenue sur ce live, n'hésitez pas à commenter, donc vraiment tout est là pour qu'on commente et pour que tout le monde échange les idées, vu qu'on va recevoir aujourd'hui 2 professionnels que je vais vous présenter juste après, avant le temps que tout le monde arrive, je vous propose de faire un petit quiz. Donc vous allez pouvoir le retrouver tout de suite il y a un onglet, normalement l'onglet sondage. Je lance déjà les inscriptions. Attention, soyez bien prêts parce qu'il y a un leaderboard. Donc les personnes qui vont répondre le plus rapidement, comme le nom l'indique, en leaderboard vont devenir leaders. Donc je compte sur vous. Les questions sont parfois simples, parfois un peu plus complexes. Pour les gens qui nous suivent depuis un petit moment et qui ont déjà vu certains lives, vous avez pu voir que c'est pas toujours simple. Donc on va voir aujourd'hui si vous allez vous en sortir. Alors c'est parti, on va commencer avec la première question. Ces métiers sont-ils présents dans l'industrie? Dentiste, directeur des ressources humaines, ingénieur qualité ou chef digital officer? Waouh, beaucoup de réponses déjà. Bon alors il y a une réponse qui vous a paru totalement au what the fuck apparemment, vu que personne s'est mise dessus. Donc on va voir si vous avez bon ou si vous n'avez pas encore bon. Attention, j'attends un petit peu pour avoir un petit peu de suspense avant de commencer le live d'aujourd'hui. Comme je vous disais, avec 2 professionnels qui ont hâte de vous raconter un petit peu tout leur savoir et leur parcours. Et j'ai très hâte d'entendre tout ce qu'ils ont à nous dire. Donc alors c'est assez serré, hein. Il y a des gens, alors soit ils trichent et ils changent leurs réponses, soit ils donnent des réponses et puis après ils partent et ça crée un petit peu la tendance. Alors il y a 2, attention, on va faire les résultats de cette première question. Je mets le résultat. Hop. Alors effectivement, vous avez eu raison d'ailleurs, parce qu'il n'y a que 0% qui ont coché dentiste. Voilà, je pense que dentiste n'est pas forcément le métier auquel vous pensez quand vous pensez industrie, donc ça c'était un petit peu le côté simple. Après, directeur des ressources humaines, ingénieur qualité et chef digital officer, ça marche très bien, donc ça vous avez été plusieurs à le remarquer. Par contre, pour le dernier, pas beaucoup de réponses. Attention pour la prochaine question, est-ce que vous êtes prêts? Alors, je peux trouver un poste dans l'industrie sans diplôme. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Alors, attention. Ah, il y a déjà quelque chose qui... Ah non, 50-50. Attention. Là, on ne sait pas encore. Je vous laisse encore un peu de temps. Comme ça que vous puissiez un petit peu tous répondre. Et enfin, ça se partage beaucoup en fait. À chaque fois, je veux mettre les réponses et il y a beaucoup de personnes qui changent un petit peu d'avis. Donc, on va regarder. Alors, qui va gagner le quiz? Déjà, les résultats de cette deuxième question. Correct answer. Attention, c'est faux. Sans diplôme, non. On ne peut pas forcément trouver un diplôme dans l'industrie. Ça, on va savoir très vite pourquoi, comment. On va en discuter avec les professionnels du jour. Et sans plus attendre, je montre qui a gagné. Ah, attention, la première personne, bravo Alfred, qui est en 3e. En 2e position, Alice, bravo à toi. Et en 3e position, JP. Voilà, je veux bien que dans le chat, tu nous donnes ton nom en entier. Parce que JP, ça nous donne pas un très grand indice. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir participé. Il y avait beaucoup de participation aujourd'hui. Donc merci beaucoup, ça montre que vous êtes bien en forme. Donc je compte sur vous pour être aussi au taquet dans le chat et poser toutes vos questions aux professionnels du jour. Et en parlant de professionnels, je vais enfin introduire nos 2 professionnels du jour. Donc, hop. Donc les voilà, vous pouvez les voir apparaître déjà à l'écran. On est avec Antoine qui est technicien de maintenance et automatisme chez Procter et Julie, responsable maintenance aux travaux neufs chez Orion Chemical Orgaform. Donc des termes
très technique. Comment ça va, Antoine et Lisa? Ça va très bien, merci. Julie, pardon. Désolée. Ça va bien, merci. Bonjour à tous. Vous êtes en forme? En forme, en forme. Ok, génial. Est-ce que pour commencer, vous pouvez chacun redonner l'intitulé de votre métier et m'expliquer légèrement, enfin avec très peu de mots, en quoi ça consiste? Je vais prendre la parole en premier temps. Donc, bonjour à tous. Antoine Sassier, donc technicien de maintenance et automaticien chez Procter & Gamble. Donc, on est situé donc à Blois dans le 41. On est une entreprise donc qui fabrique du shampoing et de l'après-shampoing. Donc, principalement, pour vous citer une grande marque que tout le monde connaît, je pense, Head & Shoulders. Ouais. Donc, il y a d'autres marques, Pantene, etc., quoi. Donc mon métier, lui, va consister du coup maintenance, donc à entretenir les machines, donc sur ligne, les lignes de production, éviter qu'elles tombent en panne, faire des maintenances. Après, j'en parlerai un petit peu plus après, mais faire des maintenances préventives sur les équipements. Donc voilà, ça consiste à faire ça. Ok, donc plein de choses différentes. J'ai trop hâte que tu nous racontes un petit peu plus tout ça, parce que vous allez voir après, on va un petit peu, vraiment essayer de voir chaque petite étape que tu peux avoir dans ton métier, tout ce que ça peut englober, parce que c'est vrai que quand tu nous dis que tu travailles, comme là tu nous as donné un petit peu cette définition, on a plein de questions, enfin moi personnellement j'ai plein de questions, donc je pense que dans le chat ils en auront beaucoup. Et est-ce que Julie, du coup, tu peux nous raconter, toi, en quoi consiste ton métier? Et tu nous as envoyé aussi des photos pour un petit peu illustrer, donc je vais les afficher aussi à l'écran, si tu peux un petit peu nous commenter tout ça. Oui, donc bonjour à tous. Moi, je suis du coup responsable maintenance travaux neufs chez Orion Chemical. Orion Chemical est une PME française qui est située à Semois, à côté d'Orléans, dans le Loiret. On réalise des additifs à base dans le domaine de la chimie, additifs, des cols, des choses comme ça. Et on travaille beaucoup à façon pour des clients. Donc en fait, on a des produits qui peuvent être différents tous les jours sur nos installations. Donc moi, mon travail consiste à gérer l'ensemble des projets du site, que ça soit des nouvelles installations ou des modifications des équipements existants. De la partie dimensionnement, la partie ensuite réalisation et suivi des travaux, et puis ensuite tout ce qui est gestion de la maintenance de ces installations-là derrière. Donc la première photo, là, je vous ai mis du coup un exemple de conception de projet industriel. Donc là, en gros, c'est un nouveau bâtiment avec un certain nombre d'équipements dedans. Donc ça, on s'appuie essentiellement sur des équipes d'ingénierie qui sont spécialisées dans le calcul, par exemple, de structures ou des choses comme ça, ou des spécialistes de la mécanique, par exemple. Ensuite, du coup, j'avais dû mettre une deuxième slide. Oui, voilà, juste avant qu'on y vienne là, parce qu'il y a quelque chose là qui me donne envie d'un petit peu réagir. Déjà, il y a deux choses que j'entends. J'entends gestion. Est-ce que dans ton métier, il faut être obligatoirement très organisé, ou si on est un petit peu désordonné, ça peut le faire un peu? Alors, ça peut le faire un peu, mais effectivement, pour gérer des projets, il vaut mieux, donc il y a le côté gestion des personnes avec qui on travaille, donc il y a un certain nombre de corps de métier qui interviennent sur ces projets-là. Et donc il y a des plannings à gérer, il y a du budget à gérer, et puis il y a le côté aussi humain qui est essentiel pour la réalisation de ces projets. Donc on peut être un peu désorganisé, mais il faut faire attention quand même une bonne base. Il y a des responsabilités dans ton travail, ça j'imagine aussi qui est stimulant. Est-ce que tu as des conseils pour les personnes qui nous regardent, qui sont pas très organisées, toi? Comment justement tu t'organises? Est-ce que tu as, je sais pas, une to-do à tenir? Comment tu t'organises? Oui, alors moi je suis adepte de faire ma liste de tâches en début de semaine pour gérer mon travail en gros à la semaine. Et après sur les projets, en fait en début de projet, on a toujours un planning qui définit les principales phases avec le temps alloué à chacune des phases et puis le budget qui est défini dès le départ. Donc l'idée c'est de suivre régulièrement ces éléments-là, mais effectivement on a des outils pour pouvoir suivre les choses. Ouais, ça va aider quand même pour faciliter un peu la chose, parce que j'imagine que c'est beaucoup de choses à gérer. Et justement, bon, je te mets la deuxième photo pour que tu continues à nous expliquer ton métier.
Oui, donc là, du coup, sur la slide précédente, vous avez vu un beau plan d'un nouveau bâtiment. Bah, là, c'est les phases de construction. Donc là, effectivement, bah, il y a les charpentiers qui viennent, il y a les maçons qui viennent pour réaliser ces constructions-là. Donc là, vous avez la phase montage du bâtiment avec la partie ossature métallique à Ouais. droite et puis la partie isolation du bâtiment à Ok, gauche. donc c'est génial parce que dans ton métier, tu peux être amené à être sur le terrain alors. Oui, il y a beaucoup de terrain, effectivement. Il y a une partie études importante. En fait, ça dépend des phases. En fait, il y a des phases études où on est plus effectivement au bureau. Et puis, il y a des phases terrain pour la partie construction et pour les démarrages des nouvelles installations. Donc, il peut se passer 6 mois ou un an d'études et puis après, peut-être 6 mois sur le terrain où il y a, voilà, il y a autant de terrain que d'études, enfin de bureaux, Ah. voire même plus de terrain que Et de bureaux. c'est trop bien parce que quelque part, il y a du concret. Il y a vraiment tout un projet qui suit de A à Z en fait. Oui, c'est l'avantage. Alors après, ça dépend effectivement des tailles des projets. Les gros Mm. projets, des fois, ça prend 10 ans, 20 ans, c'est compliqué de les suivre. Mais la plupart des projets qu'on a, c'est des plus petits projets et donc sur un an ou deux, ça permet de voilà de définir Ouais. ce qu'on veut, de le dimensionner et puis ensuite de démarrer l'installation voilà sur à peu près 2 ans quoi. Ok, Donc trop effectivement, bien. c'est très varié, ça appelle à des métiers différents sur les phases différentes. Et puis c'est changeant presque tous les jours, hein. Ouais, c'est pas routinier quoi. Non, pas du tout. Bon, ça c'est super parce que je sais que souvent c'est une question qui revient. Hey, est-ce qu'on s'ennuie dans ton métier, etc. Et là justement, bah enfin, sauf à preuve du contraire de ce que tu nous dis, c'est quand même assez stimulant. Il y a toujours des nouveaux objectifs en fait à atteindre quelque part. Et c'est vrai que ça, pour ça, c'est cool parce que t'es pas dans une routine fermée. Et je sais que pour des personnes, ça peut, enfin, quand c'est trop routinier, ça passe pas quoi. Non, mais là, ça l'est pas. Confirme. Ok. Bon, tu me rassures alors. Et ensuite, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux rajouter sur ces photos ou on passe à la prochaine? Non, on peut passer à la prochaine. Je pense que s'il y a des questions sur le chat, on peut éventuellement regarder. Ouais. Là, pour Et donc, l'instant, du c'est coup, très clair. Ils s'amusent à faire des blagues, donc je pense qu'ils sont en forme. ouais, d'accord. Donc voilà. Et puis là, on fait quelques photos pour illustrer du coup la mise en service de nouvelles installations. Il y a la partie effectivement démarrage, premiers essais, peaufinement un peu du procédé d'élaboration des matières. Et puis il y a aussi tout ce qui est organisation de la maintenance. Donc là, je vais rejoindre mon collègue qui est avec moi, mais effectivement organisation de la maintenance euh, prédictive et préventive sur les nouvelles installations. Et puis après, bah, bien sûr, tout ce qui est maintenance corrective sur les installations existantes. Et ça existe. Est-ce que bon, j'imagine que oui, mais est-ce que tu caractériserais vraiment beaucoup ton travail sur quelque chose de très technique? Alors mon travail, moi, il est 50% technique, 50% gestion de relations. Ouais. Parce qu'effectivement, bah ouais, les relations avec les ingénieries, avec différents métiers, les électriciens, les mécaniciens, les maçons, etc. Les ingénieurs procédés, etc. Et puis après, bah, il y a le côté aussi relation dans tout ce qui est mise en place de la maintenance, où là, il faut vraiment Hmm. s'appuyer sur l'équipe qui a des compétences très pointues dans leur domaine, en fait, et qui connaissent très bien les équipes. Ouais, donc il y a beaucoup de choses corrélées. Ok, justement, bah ça me fait une bonne transition. Comment ça va Antoine? Toujours bien? Oui, très bien, très bien. Est-ce que ça te dit que tu nous présentes un peu plus ton métier maintenant qu'on en sait un peu plus sur le métier de Julie? Oui, 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 il n'y a pas de problème. Bon, bah c'est parti. Alors, tu nous as fait un petit schéma pour nous expliquer comment ça se passe un petit peu. Est-ce que tu peux nous commenter un peu de tout ça? Tu parles au début de l'entretien. Donc, de l'entretien. Donc, voilà, il y a trois petites slides avec, j'ai mis des titres assez brefs pour Ouais. qu'on soit clair dessus. Donc, dans un premier temps, j'ai voulu parler de l'entretien. Donc, c'est l'entretien des machines, des lignes de production. Donc, j'ai mis en place donc maintenance périodique. Je ne sais pas si ça va parler à tout le monde des équipements. Donc, en Bon, fait, peut-être pas. notre Ouais. but, comme je disais avant, la principale on va dire que ce qu'on doit faire en premier, c'est éviter que les machines tombent en panne et que les machines produisent.
Donc nous, ce qu'on va être amené à faire, c'est donc mettre en place des maintenances préventives pour améliorer la durée de vie des équipements, de notre matériel, pour qu'on puisse produire avec. Mhm. Donc ça peut être basé sur des fréquences type tous les mois, on va venir changer un vérin, un capteur, on va faire des maintenances, un filtre, etc. Ou après, ça peut être des plus grosses fréquences en année, etc., quoi. Donc après, je peux D'accord, c'est prendre un vraiment. exemple. Vous avez une voiture chez vous, tous les 2 ans, par exemple, vous l'emmenez chez le mécanicien, faire la vidange, changer les pneus, c'est des pièces d'usure, faire de la maintenance préventive, on va dire, pour éviter d'être en panne au milieu de la route, par exemple. Donc Ouais. c'est la même chose dans l'industrie. Ok, d'accord, super intéressant. C'est vrai que sur le coup, on préfère avoir une voiture qui marche, donc j'imagine que c'est la même chose dans l'industrie. C'est Et ça. est-ce que ça arrive souvent que ça tombe en panne ou à chaque fois le fait justement de faire ces maintenances, ça permet quand même d'éviter beaucoup de pannes plus graves. Comment ça se passe à peu près? Bah, après, donc, tout dépend on va dire, du parc de l'entreprise. Donc, quand j'entends parler de parc, c'est si on n'a qu'un équipement, si on a plusieurs équipements. Donc, Mm. nous, par exemple, chez Procter Gamble, on a une variété de lignes qui sont normalement standards. Donc, pour le fonctionnement des lignes, il n'y a pas beaucoup de pannes, parce qu'on a du coup en place des maintenances périodiques, mais on n'est pas à l'abri d'avoir une casse, euh, Mm. un mauvais réglage, des choses comme ça, quoi. Bien sûr, c'est les aléas un petit peu du travail. C'est ça. Et ensuite, les relations fournisseurs. Donc bah là, je vais repasser juste aussi sur Ah, le le dépannage. dépannage. Oui, Voilà, pardon. tout à fait. Donc le dépannage des lignes en production, donc il va y avoir plusieurs types de dépannage. Donc nous, en maintenance, je parle de mon côté. Donc moi, je suis en dépannage, par exemple, quasiment toute la partie de mon temps. Donc je suis en 3/8. Et ce qui va se passer, en fait, c'est que dès que l'opérateur va avoir un problème sur sa ligne, donc lui, ça va être, on va dire, la meilleure personne à connaître la ligne, parce qu'il travaille tous les jours avec. Donc lui, il va contrôler les bases donc de sa ligne, tout ce qui va être les réglages, si par exemple ils sont à la bonne température sur des fours, etc. Et s'il n'arrive pas à pallier à ce problème-là, on va être du coup le premier contact pour être Mm. amené du coup à dépanner cette ligne-là. Ok, donc t'es un petit peu le super-héros du dépannage. En C'est ça, on quelque va être sorte. les premiers contacts. Après, si je peux prendre un exemple de Ouais. dépannage, pour que ça soit plus compréhensif. Si par exemple on est sur une bouteille, je vais parler donc d'Head Shoulders, de 1 litre, quantité 1 litre. Donc on va avoir des pièces par exemple de format pour fabriquer cette bouteille de 1 litre. Mm. Si la production décide de passer sur un format plus petit, donc un 200 millilitres par Ouais. exemple, on va être amené du coup à changer des pièces. Il va y avoir tout un processus derrière qui va engendrer du coup le changement de ce format-là. Donc ça se peut que de temps en temps, il y ait des pannes pendant le changement des pièces, des Mm. réglages qui vont pas. Donc nous, on est là aussi pour aider aussi les personnes de ligne Oui, pour que c'est ça ça, puisse tourner correctement. c'est ça où en fait il faut penser un peu à tout parce qu'il faut anticiper les problèmes qui peuvent arriver, il faut les C'est gérer ça. sur l'instant T et puis penser à comment améliorer par la suite. Tout à l'heure aussi tu parlais de 3-8, de travailler au C'est 3-8. ça. Est-ce que tu peux un petit peu expliquer pour les gens sur le chat qu'est-ce que ça signifie? Donc pour les 3/8, donc c'est on va travailler le matin, l'après-midi, donc c'est une semaine du matin, une semaine d'après-midi, une Ok. semaine de nuit. Et c'est des rotations comme ça. Ok, d'accord, donc ça change un petit peu, c'est jamais vraiment les mêmes horaires, plage horaire en fait. C'est ça, tout à fait. Ok, d'accord. Alors j'ai une question juste avant que tu nous parles des relations fournisseurs dans le chat, bien sûr ça vit, tout le monde parle un petit peu. Et j'ai vu une question qui me semblait intéressante, qui me disait, de Madame Milin, qui me disait, est-ce que c'est un métier dit difficile? Donc ça vaut pour vous deux, hein, chacun. Est-ce que vous pensez que c'est des métiers qui sont difficiles? Difficile, alors tout dépend de ce qu'on entend parler par difficile, si c'est physiquement ou pas. Physiquement, non. Ça dépend, je vais dire, des entreprises. Chez Procter Gamble, on met tout en place pour, on va dire, préserver le bien-être des gens. Donc non, c'est pas un métier difficile. Ça D'accord. arrive de temps en temps. J'en reparlerai après dans les moins. Euh,
on est quand même en maintenance, donc ça se peut qu'il y ait des interventions qui soient avec des accès difficiles, mais sinon, la plupart du temps, non, ça reste Ça reste relatif. C'est ça. Et après, difficile aussi, c'est que on va être amené à avoir plusieurs technologies sur les lignes, donc du coup, demander plus de connaissances, plus de réflexion. Donc, c'est pas un métier, on va dire, qui est acquis. Il y a tout le temps, c'est pas redondant en fait comme métier. Il y a beaucoup de voilà, beaucoup d'apprentissage. Ça change beaucoup. Ok. Et Julie, pour toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que ton métier est difficile sur certains aspects? Non, je pense pas que ce soit un métier difficile. Effectivement, il y a le côté technique qui est très variable au quotidien. Mais après, quand on aime ce qu'on fait, c'est pas difficile, quoi. Physiquement, en tout cas, il y a pas de difficulté sur le métier. Et moi, j'apprécie ce que je fais, donc du coup, il y a pas de difficulté majeure parce que j'apprécie ce que je fais. Ok, bah ça c'est la meilleure. Je pense que c'est la meilleure réponse pour mettre en valeur ce métier quand on aime ce qu'on fait. Mais c'est vrai que c'est vrai. Hein. Au final, c'est vrai. C'est simple, mais c'est vrai. Donc Antoine, là tu me parlais des relations fournisseurs. Est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer en détail? Donc voilà, relation fournisseur, ça rejoint aussi le dépannage du coup, parce que donc on va être amené, si on a un problème mécanique, un problème électrique, un problème pneumatique, on va être amené du coup peut-être à commander des pièces, faire des offres de prix au niveau des fournisseurs. Donc qui dit recherche de pièces, dit consulter des plans, après, du coup, une fois qu'on a ces plans-là avec les références, donc demander des devis auprès des fournisseurs. Une fois qu'on a les devis, passer les commandes pour après, du coup, dépanner, pour changer les pièces, etc. Donc, ça, c'est la relation fournisseur. Donc, notre métier consiste pas à faire que du dépannage, mais aussi de la recherche de plans, commander des pièces, consulter, par exemple, notre stock. Est-ce qu'on a bien la pièce en stock pour la changer? Si on l'a pas, comment est-ce qu'on fait, etc. En fait. Ok, c'est intéressant, c'est complet sur plein d'aspects en fait au final. C'est ça. Ok, bah très bien. Et j'en profite pour une transition aussi avec une des questions. Il y a Alice qui nous demandait quelles études faut-il faire pour faire vos métiers. Bah justement, on arrive tout de suite sur cette partie avec le parcours de Antoine à nouveau. On retrouvera le parcours de Julie juste après. Est-ce que Antoine, tu peux nous expliquer quel est ton parcours? Alors j'ai vu sur aussi le chat, on nous demandait est-ce que il faut forcément faire un bac général ou un bac technologique? Un petit peu perdu sur ça. Est-ce que pour ton métier, tu penses qu'on est obligé de passer par exemple par une filière générale ou il y a des ponts qui peuvent se faire plus tard? Bah, pour mon cas, moi, j'étais pas en général, donc je suis passé directement par un bac professionnel. Après, rien n'empêche par la suite, si vous avez un bac général, de faire un BTS ou reprendre un bac en professionnel, ou vous pouvez directement après switcher en BTS professionnel. Il y a pas de problème là-dessus. Rien n'est, comment dire, D'accord. rien n'est figé. Hein. Mais voilà, il n'y a pas un seul chemin tout droit. Si on ne prend pas, on peut pas y retourner. On peut toujours se réorienter. Hein. Ok, c'est rassurant. Voilà. Et alors, du coup, toi, ton parcours, je trouve ça assez bien parce qu'au final, en fait, tu as découvert l'industrie via ta conseillère d'orientation. C'est ça, tout à fait. Donc, en troisième, comme à peu près tout le monde, je savais pas du tout ce que je voulais faire. Donc, je suis parti voir donc ma conseillère d'orientation. Et grâce à elle, du coup, donc elle m'a orienté vers ce que moi, de base, je suis une personne qui adore la mécanique. Je suis très manuel. Donc, elle m'a dit, bah, écoute, tu pourras peut-être te réorienter, on va dire, vers le métier du coup de la maintenance, donc maintenance des équipements industriels. Donc j'ai commencé donc après la troisième à faire une seconde bac pro, donc MEI, donc maintenance des équipements industriels, dans un lycée professionnel, mais pas en alternance du coup. Donc j'ai fait cette première année-là, et au bout de cette première année, il me fallait plus. Je voulais être en fait dans l'industrie directement, parce que là j'étais qu'à l'école. Ça me plaisait, mais je voulais être aussi dans l'industrie. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis débrouillé pour trouver un patron du coup, et par contre j'ai redoublé ma seconde et je suis parti du coup sur les 3 années de bac
MEI du coup, mais en alternance cette fois-ci. Donc du D'accord. coup, j'ai fait donc ce bac pro MEI. Donc mon école, elle était au CFAI Centre à Amboise. Donc ça, c'était mon école. Et par contre, mon entreprise, c'était Radial à Château-Renaud. Donc ils sont spécialisés dans tout ce qui est connecteurs, câbles coaxiaux, aéronautique et aérospatial. Ok, alors l'alternance, ce qui est super, c'est que ça te permet de rester en fait sur les bancs de l'école quelque part, mais aussi d'aller, je sais pas combien de semaines, est-ce que c'est 2 semaines par mois ou ça change en fonction? Souvent c'est 2 semaines, 2 semaines. D'accord, 2 semaines, comme ça au moins c'est clair, on se trompe pas dans les semaines. Et justement d'être sur le terrain, donc être vraiment confronté au métier. Est-ce que ça t'a stressé par exemple pour faire ton premier jour ou au contraire tu t'es très vite senti à l'aise dans le monde de l'industrie en fait, parce que souvent quand on voit à l'école on se rend pas forcément compte, c'est pas du concret entre guillemets, tandis que c'est vrai que l'alternance ça propose une alternative justement pour vraiment voir la réalité du métier. Après, oui, je pense, du coup, l'alternance, donc, ça peut faire peur au début. Donc, pour ma part, moi, je suis tombé dans une entreprise qui nous mettait à l'aise. Je suis tombé avec des bons collègues, des bons salariés qui m'ont mis tout de suite à l'aise. Ouais. Après, ça peut faire, on va dire, l'ampleur, avoir une grosse entreprise, être perdu. Moi, ça m'a fait ce genre de choses-là au tout début. Mais en fin de compte, après, on prend vite fait ses marques et après, on découvre que le monde, on va dire, de l'industrie professionnelle, eh ben, on y prend vite goût, on va dire. Et voilà, ensuite t'étais à la maison quoi. C'est ça. Donc après, bah, on a plus envie d'aller au travail qu'à l'école. Mais bon, de toute façon, il faut des deux pour que à la fin, on ait notre diplôme. Ouais, voilà, ça malheureusement on est obligé de faire les deux. C'est ça. Mais c'est pour mieux préparer ensuite sa vie derrière, où là pour le coup il y aura plus l'école et on sera tranquille. C'est ça. Et puis ça permet l'alternance d'avoir aussi une expérience en entreprise. Ouais. Voilà. Ok, alors ensuite tu as enchaîné avec un BTS maintenance des systèmes en alternance. C'est ça, tout à fait. Donc j'ai continué. Donc le bac pro a duré 3 ans. Le BTS, donc c'est 2 années d'études. Donc j'ai fait donc un BTS MS, c'est maintenance des systèmes de production aussi en alternance, donc dans la même entreprise. Par contre, j'ai changé d'établissement. Du coup, je suis allé donc au lycée Augustin Thierry à Blois. D'accord. Donc voilà. Ok. Et Donc est-ce j'ai que fait t'as... 5 ans dans la même entreprise du coup. Ouais, et du coup, quand tu refaisais de l'alternance, est-ce que du coup tu étais au même poste entre guillemets, ou est-ce que tu as changé, tu as muté, je sais pas, dans l'autre service Non, moi je suis resté là-bas, donc c'était fabrication de pièces, donc ça s'appelait le moulage aussi, Ok. moulage de pièces. Je suis resté dans ce service-là. Après, vu qu'on est en maintenance, on est amené, donc si je peux appeler ça des UAP, en fait, ça va être plusieurs secteurs. Donc il y a le moulage, il va y avoir les coaxiaux où on va fabriquer le câble, il va y avoir l'assemblage des pièces. Mais en fait, nous, on est amené du coup à aller dans plusieurs services, rencontrer plusieurs personnes. Donc ça fait partie du métier. Et moi, je trouve que c'est intéressant d'avoir un dialogue avec plusieurs personnes, voire plusieurs personnes, pas rester fixe dans son métier, quoi. C'est ça, comme ça tu voyais plus de choses. C'est Et ça. ensuite, du coup, tu es parti en intérim en tant que technicien de maintenance dès que tu as fini les études. C'est ça, tout à fait. Donc après mon BTS, du coup, bah, j'ai pas voulu continuer les études, parce qu'on peut encore continuer les études en faisant une licence, etc. J'ai eu l'opportunité du coup chez Procter Gamble, donc ils m'ont contacté. Donc je suis passé par une phase d'intérim, donc en technicien de maintenance du coup, en intérim. Donc j'ai fait une première partie donc en fabrication. Pour vous donner un exemple, fabrication, ça va être la fabrication du shampoing en fin de compte. Ok. Voilà. Donc comme une recette de cuisine. Donc là, Donc est-ce que c'est plus dans la chimie comment ça se passe exactement? Enfin, le secteur, je veux dire. bah, le secteur, de toute façon, ça reste la chimie, même Oui, au conditionnement. oui, tout Après, le temps. c'est plus les matières premières, en fait. C'est ça, c'est comme en fait la cuisine, hein. Vous Mm. mettez un peu de sucre, un peu de beurre, des œufs, etc. Vous faites tout le mélange et à la fin, ça fait une recette. Bon, là, ça fait du Un shampoing. shampoing. Ok. Voilà, tout à fait. Donc ça, c'est la partie fabrication. Et après, du coup, j'ai switché donc au conditionnement. Donc au conditionnement, du coup, c'est la mise en bouteille. Donc on a le Ok. shampoing et là, on la met en bouteille, on capsule, on étiquette la bouteille et après, on envoie chez le fournisseur directement. Donc ça, c'est Ok, la c'est partie trop bien. conditionnement. Et à l'heure actuelle, je suis toujours au conditionnement.
Ok, là, ça t'a convaincu. Voilà. Par contre, du coup, vu que je suis encore plus curieux, donc là, à l'heure actuelle, donc moi, ma formation initiale, c'est vraiment technicien de maintenance. Et moi, par contre, là, du coup, je suis passé en formation, on va dire, avancée automatisme, du coup. Donc, je fais toujours un peu de maintenance, mais je fais plus maintenant de l'automatisme. Ok, d'accord. Alors, j'en Voilà. profite pour lire la question de Alice dans le chat qui te demande si tu es plus, enfin, tu travailles plus de jour ou de nuit. Du coup, si on prend donc les 3-8, bah, je vais travailler, on va dire, plus de jours. Ça va être plus du matin et d'après-midi et de temps en temps, du coup, de nuit, du coup. Mais principalement, bah, du coup, ça va être De jour. matin et après-midi. Ça n'est pas un travail de journée. Pour ma part, ça dépend des entreprises. En fait. Oui, ça dépend. D'accord. Ok, bah très bien. Bah, merci Antoine d'avoir un peu parlé de ton parcours et on va passer à Julie qui attend tout sagement. Et pour parler un petit peu bah, du coup de ton métier et de ton parcours après la troisième, du coup toi tu es partie en lycée général. Oui, exactement. Du coup, j'ai fait un bac scientifique, bac S, avec une spécialité physique-chimie à Ok, l'époque. Ça. Donc en 3 ans, voilà, seconde, première, terminale. Et après le bac, je savais pas ce que je voulais faire, toujours pas. J'ai choisi de faire les classes préparatoires aux grandes écoles d'ingénieurs. Donc, j'ai d'accord. fait une classe toujours destination physique-chimie. Ouais. Euh, T'es courageuse, hein. Oui, 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 oui. Alors effectivement, les classes préparatoires, ça demande beaucoup de travail. Ouais. Mais par contre, ça apporte vraiment des bases dans beaucoup de domaines et ça permet de voir ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas aussi. C'est quand même une très bonne formation. Et justement, en sortant de cette prépa, est-ce que tu t'es rendu compte qu'il y avait des matières que tu n'aimais pas ou au contraire des métiers, enfin des matières pardon, que tu adores, que tu as Alors préférées. moi, du coup, ça m'a conforté dans le côté physique-chimie et surtout sur le côté chimie en fait. Ok. Donc c'est pour ça qu'après je suis partie sur une école de chimie. Alors c'est l'école qui s'appelle l'ENSIC à Nancy, qui est une école plus spécialisée dans le génie chimique. Donc en gros c'est pas chercher la recette pour reprendre les Hmm. mots d'Antoine, mais c'est comment passer d'une recette à l'étape tout petit, donc dans la cuisine, à l'étape vraiment industrielle. Ok, Donc, d'accord. c'est ce qu'on appelle le génie chimique et le génie des procédés. En gros, c'est savoir passer du petit au grand et savoir ensuite produire sur les Ouais, j'aime grosses bien unités. le terme génie. Comme ça, tout de suite, ça claque. Et donc ensuite, tu as eu l'occasion de faire des stages pour vraiment voir si le milieu te plaisait. Voilà, donc moi du coup pendant cette école d'ingénieur, j'ai fait un certain nombre de stages dans diverses industries. Au départ, je suis allée dans une industrie qui faisait des plaques de plâtre. Pour le stage ouvrier. Ensuite, je suis allée faire un stage dans une entreprise qui faisait de la métallurgie, donc tout ce qui était extraction de, de minerais. Mhm. Et puis j'ai eu la chance, suite à ce stage-là, de pouvoir être embauchée dans cette entreprise-là. Donc du coup, je suis restée dans ce qui s'appelle Eramet, une grosse, Ouais. grosse comme entreprise française. Au sein de cette entreprise-là, moi, j'ai pu évoluer aussi. Donc, au départ, j'étais ingénieur R&D. Donc, en gros, quelle est la formule, quelle est la recette enfin, trouver la recette, on va dire, en Ouais, petit. trouver la recette. Voilà. Et ensuite, j'ai pu travailler dans les bureaux d'études. Donc, effectivement, pour pouvoir dimensionner l'installation Donc industrielle. tester un peu, globalement, si c'est à peu près ça, c'est Donc, en tester un peu. gros, passer de 1 litre à 10 tonnes, Ok. à beaucoup plus gros. Ouais. Voilà. Et puis, du coup, j'ai pu aussi partir à l'étranger dans cette expérience-là. Super. Je suis partie en Asie pendant 2 ans pour pouvoir suivre justement le dimensionnement de l'installation. Ok. Où ça en Euh, Asie, du coup, est-ce que c'est quelque chose qui est, enfin, qui était propre vraiment à ce que tu exerçais à ce moment-là ou, enfin, par exemple, s'il y a des personnes dans le chat qui nous regardent et qui ont envie de partir à l'étranger pour exercer ton métier, est-ce que c'est possible? ah oui, c'est possible, oui, bien sûr.
Ok. Bien sûr, là, en l'occurrence, c'est pas propre à mon métier. Il y a des gens des ressources humaines. Enfin, c'est vraiment tous les métiers de l'industrie où on a la possibilité de partir à l'étranger. Il y en a qui travaillent à l'étranger toute leur vie en changeant d'endroit perpétuellement. C'est pas le choix que j'ai fait moi, mais en tout cas, ça a été une très grande opportunité de pouvoir partir quelques années à l'étranger. C'est vraiment, Mm. si c'est à refaire, je le referais. D'accord, bon bah ça c'est super ça. Et alors j'en reviens à une autre question donc on pouvait poser plus tardivement, mais ça m'intéresse. Est-ce que dans vos métiers c'est vraiment obligatoire de savoir parler une autre langue, notamment par exemple l'anglais, ou on peut faire sans si vraiment on est nul en anglais? Alors c'est quand même gros point positif de parler anglais. Déjà Ok. si vous voulez partir à l'étranger, c'est anglais. Oui, ouais, vaut mieux. Voilà. Et puis ensuite, comme on a quand même beaucoup de relations avec les fournisseurs, avec des cabinets de dimensionnement, des choses comme ça, on finit toujours par travailler avec d'autres pays. Et donc effectivement, l'anglais c'est quand même la langue qui est universelle à ces différents pays, Mm, quoi. Donc bien sûr. oui, c'est quand même bien. Après, moi j'étais nulle en anglais à l'école et ça m'empêche pas d'arriver quand même. Tu nous rassures alors. Et pour ta part, Antoine, dans ton métier? Dans mon métier, du coup, technicien de maintenance, vu qu'on est dans une entreprise américaine, c'est vraiment un plus de parler anglais. Mm. Après, vous inquiétez pas, si vous êtes nul en anglais, il y a toujours possibilité de se faire comprendre, des collègues qui sont là aussi pour vous aider. C'est pas un échec de pas parler anglais, hein. Mm. On peut très bien Puis y arriver quand et dans ton cas, est-ce qu'il y a justement des notices, par exemple, enfin des programmes, je ne sais pas comment ça se passe exactement, mais pour le côté technique des machines, qui sont que en anglais, ou c'est quand même traduit? Oui, tout à fait. Bah, nous, on utilise pas mal de matériel américain. Du coup, quasiment toutes les notices, c'est en anglais. Mm. Mais après, suivant les entreprises, il y a des fournisseurs, ça va être en français, donc il n'y aura pas de problème. Mais après, on peut voir même maintenant, on achète, que ça soit dans la vie professionnelle ou personnelle, on achète quelque chose, bah, souvent, Ouais, ce qui revient, ça va être l'anglais, euh, c'est vrai. quasiment tout le temps, quoi. Ok, donc vous avez la réponse dans le chat, comme ça, pour avancer. D'ailleurs, je vois qu'il y a énormément de questions dans le chat, mais avant, on va terminer un petit peu les slides qu'on a à voir ensemble, et puis ensuite on y reverra, même si je sais que le temps passe. Du coup, Julie, ensuite, alors tu arrives à ton métier d'aujourd'hui. Donc non, entre-temps, moi je suis allée travailler dans la filière nucléaire. Ok. Donc où j'ai été responsable bureau d'études. Donc en gros, c'était des petites installations qu'on souhaite rénover ou qu'on souhaite installer. Et donc du coup, j'étais avec une petite équipe de dessinateurs et de techniciens bureau d'études pour pouvoir dimensionner ces installations-là. Et après, du coup, 5 ans dans le nucléaire, bah, maintenant j'arrive à mon métier actuel. Ok. Donc chez Orion, donc en gros dans la chimie, en tant que voilà responsable de projet et responsable maintenance qu'on a évoqué tout à l'heure. Ok, bah super. Et justement, on a une question dans le chat posée par Alfred qui nous demande pour chacun de vos métiers, est-ce que le fait de travailler dans une entreprise du secteur de la chimie implique des tâches ou des missions particulières? Grande question. Pour notre part, chez Procter Gamble, du coup, pas spécialement. Après, on reste quand même une usine, du coup, pas du tout, c'est pas dangereuse, mais une usine de chimie, on va dire. Donc, toutes les personnes qui sont dans l'entreprise et aussi les entreprises extérieures, donc on est amené à travailler avec des entreprises extérieures, Endel, etc. Hmm. Je passe les noms, mais on est amené à travailler avec d'autres entreprises. Du coup, on a quand même des règles à suivre. Donc, toute personne, du coup, travaillant, on va dire, chez Procter, doit suivre un plan de prévention, du coup, un D'accord. accueil sécurité, pour savoir toutes les normes qu'on met en place chez Procter. On vient pas chez Procter, on fait n'importe quoi. Ouais, les mains dans Il y les a quand poches. même des choses qui sont à risque. Donc, tout le monde doit passer le plan de prévention et son accueil sécurité, du coup. Ok. Et Julie, chez toi, est-ce qu'il y a quelque chose Moi, qui change? oui, effectivement, je peux rebondir là-dessus. On a un aspect sécurité qui est très important.
Donc, c'est un peu comme quand vous conduisez votre voiture, vous avez le code de la route. Bon, nous, c'est pareil. On a certains codes à respecter, certaines procédures à respecter. Et puis surtout, on a beaucoup aussi de surveillance à faire d'un point de vue aussi environnement, qui n'est pas forcément pour toutes les industries. Et nous, on doit vraiment surveiller tout ce qui est amené à sortir du site. Et donc, on a un certain nombre de contrôles aussi à réaliser, qui est pas forcément propre à la chimie, mais qui est propre à l'industrie. Oui, ça se relie quelque part dans le terme de votre travail. Du coup, ce que je propose juste après, qu'on parle un petit peu des choses que vous préférez, des choses que vous aimez le moins dans vos métiers. Je laisse la personne qui veut commencer sur l'interaction avec les autres salariés, opérateurs, ingénieurs, chefs de projet. Il me semble que c'est Antoine qui a répondu ça, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Donc, comme je disais tout à l'heure, donc moi j'ai mis ça dans les plus dans mon métier. Donc, ce qui est bien, c'est que du coup, on n'est pas forcément dans notre bureau. Du coup, quand on est en dépannage ou autre, on va être amené du coup à communiquer, euh, aller voir d'autres personnes, donc des opérateurs, des ingénieurs, des chefs de projet, des personnes, même des responsables. On reste pas dans notre bureau, on est tout le temps en train de discuter avec les gens, comment est-ce que la machine fonctionne, on va dire chercher des arguments, des choses comme ça pour trouver la source, on va dire, du Voilà, problème à la fin. isolé. On n'est pas totalement isolé, c'est le bon côté, c'est un Non, côté relationnel. c'est ça, tout le temps. Ok. Et après, la complexité technique des procédés. Donc là, effectivement, ça rejoint un petit peu ce qu'Antoine disait. La complexité technique des procédés, comme j'ai chez Orion, on a cette chance-là de pouvoir produire des produits différents tous les jours. Donc, il faut adapter les équipements à chaque fois. Donc, en fait, il y a la complexité de ce qu'on produit. C'est différent tous les jours, effectivement. Et puis, ça fait appel à différents métiers. Des fois, lundi, ça va être des questions électriques. Mardi, ça va être un problème mécanique. Mercredi, ça va être un problème humain. Le jeudi, ça va encore être autre chose. Et donc, il y a une certaine, une certaine variété autour de ce qu'on fait. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît Ouais, particulièrement. c'est un espèce de challenge en fait, quelque part pour gérer tout ça et en même temps c'est ça qui fait que c'est stimulant en fait. Oui, exactement. Alors dans les choses que vous aimez le moins, le premier point ça a été le travail en horaire d'équipe matin, après-midi et nuit et le travail physique, accessibilité des équipements. Donc, du coup, c'est pour ma partie Ouais. à moi. Donc, le travail en horaire équipe matin, après-midi, nuit, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, pour le travail en 3-8. Donc moi, j'ai dû mettre des choses que j'aimais le moins, mais vous allez voir après, par la suite, que moi, ça me dérange pas. En fait, tout dépend du type de personne, en fin de compte. Donc on peut prendre l'exemple, travailler en équipe, du coup, la nuit, c'est pas facile parce que notre corps, il est fait pour, entre guillemets, fonctionner le jour. Donc, Bien sûr. ça peut être difficile, on peut avoir des signes de fatigue, etc., quoi. C'est plus compliqué. Pour ma part, moi, ça me convient très bien parce que du coup, le matin ou l'après-midi ou de nuit, en fin de compte, ça me laisse plus de temps pour mes activités, donc loisirs, les papiers administratifs. On sait que quand on vient le matin, si on n'est pas embêté, on va dire par la suite, parce qu'on a le relais, du coup, si on est du matin à 13h, on termine notre journée, on va dire, notre matinée, notre journée, et on sait qu'il y a la personne d'après-midi qui va nous remplacer. Donc on sait qu'on va rentrer chez nous directement, en fin de compte. Donc ça nous laisse plus de temps pour travailler, pour faire des choses à côté, des projets professionnels, etc. Donc c'est les moins, mais c'est aussi bénéfique, par exemple, pour ma part à moi. Mais voilà, c'est pas quelque chose qui est que négatif non plus, même Non. si ça peut paraître en premier lieu quelque chose de négatif. C'est ça. Après, travail physique, accessibilité des équipements, on en revient au même du coup. Donc, dans le métier de la maintenance, il y a des fois, il va y avoir des interventions. On va devoir se mettre sous une machine. Euh, des fois, l'accessibilité elle est compliquée. Après, tout dépend des types de machines, mais on reste pas, on va dire, tout le temps debout, à hauteur. C'est pas ça Ouais. non plus la maintenance, quoi. Ok, ok. On Et essaye de mettre, on va dire, en place des moyens pour améliorer.
Mais des fois, ça arrive qu'on est obligé de se baisser, se mettre à genoux, sous une machine, etc. Ok, très bien. Et Julie, toi, tu nous parles de gérer les conflits. Oui, alors effectivement, quand on fait des études et qu'on arrive à un poste de manager, on doit gérer des équipes. Et qui dit gérer des équipes dit bah, on n'a pas forcément eu les cours qui nous apprennent à gérer ces équipes. C'est pas inné, ça s'apprend, on va dire, avec le temps. Et donc voilà, en fonction des situations, en fonction aussi des gens avec qui on travaille, on peut être amené à gérer des conflits entre les personnes. Et ça, c'est pas quelque chose qui est très facile au début. Et effectivement, ça s'apprend pas à l'école. Ouais, bien Donc, sûr. c'est quelque chose qui est toujours délicat à, à gérer parce que on doit toujours s'adapter aux personnes qui sont concernées par ces conflits et chaque personne est différente. Donc, c'est pas évident de trouver le juste, Juste la un réponse milieu. juste aux différents problèmes de gestion humaine. Ouais, c'est bien parce que ça se rejoint un petit peu. C'est vrai que le relationnel, c'est toujours un petit peu à prendre avec des pincettes parce que c'est un plus, mais qui peut parfois amener à quelques petites sources de conflit. Donc c'est pour ça qu'il faut apprendre un peu à le gérer. Comme tu dis très bien, c'est pas des choses qu'on nous apprend à l'école. Donc c'est des choses qui se font sur le terrain. D'où pourquoi parfois l'alternance aussi c'est bien parce qu'on peut commencer à tâter un petit peu le terrain. L'heure tourne. Je sais qu'on est un petit peu en retard, mais il y a énormément de questions. Pour tout ce qui va être sur le salaire, parce que alors ça intéresse énormément les élèves. Je me demande pourquoi. Il y a beaucoup de questions. Mais on y reviendra juste après. On peut peut-être juste répondre à une question de Alice qui demande si vous êtes payé quand vous faites des heures supplémentaires ou des heures de moins. Alors là, ça dépend effectivement. Quand on est cadre, souvent c'est des forfaits jours. Mmh. Dans la plupart des industries. Sur la convention de la chimie, c'est un forfait heure. Donc effectivement, on peut être amené à faire des heures supplémentaires et à ce Ok. qu'elles soient payées. Ok. Et toi, Antoine, est-ce que ça t'arrive de faire des heures supplémentaires ou ça reste assez rare? Ça m'arrive de faire des heures quand il y a une machine qui est en panne et qu'on a suivi toute l'intervention du matin jusqu'au changement de quart. On passe les consignes à notre collègue, on lui dit bah voilà, on a démonté ça, faut faire ça comme ça. On peut pas lui laisser, on va dire, toute l'intervention sur place. Faut Ouais, lui passer toutes les consignes. Donc ça arrive qu'on fasse des heures supplémentaires. ok. Il y a, moi, dans mon cas, moi, il n'y a pas de souci, on est payé ou on a le choix de les prendre en récupération. Après, ça dépend du type de Ok. chèque. Bah, ça c'est cool. Comme ça, il y a le choix qui est laissé. Alors, on va passer à la prochaine slide des clichés ou des anecdotes. Antoine, tu nous as dit, tu ressors plein de cambouis à chaque intervention. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Donc ça, non, c'est un cliché, donc pas du tout. Après, tout va dépendre, on va dire, des interventions, hein. Principalement, nous, par exemple, chez Procter Gamble, on est quand même une entreprise propre, avec beaucoup d'hygiène. Donc, du coup, on peut pas être amené à avoir, j'ai une bêtise, de la saleté dans les flacons. On aurait des problèmes de qualité. Bien sûr. Donc, c'est quand même relativement, comme dans l'alimentaire, hein, c'est relativement propre. Donc non, on ressort pas plein de cambouis à chaque intervention. Après, si on doit faire une intervention, je prends un exemple, une lubrification de chaîne, par exemple, pour un moteur, automatiquement, sans rentrer dans le détail, mais du coup, on va devoir mettre de la graisse sur la chaîne. Si on doit changer les chaînes, on met des gants, mais ça se peut qu'on ait un tout petit peu de chaîne ou de graisse de chaîne sur les mains, quoi. Mais on ressort pas avec toute la tête noire Ouais. comme le mécanicien ou des On choses n'est comme pas dans ça, le, qu'on peut voir des images, quoi. on n'est pas dans le grand cliché justement. Donc merci de montrer le vrai visage de ces clichés. Et Julie, alors tu nous as dit deux choses. La première chose, c'est un métier que pour les hommes et l'industrie, c'est polluant et dangereux. Donc que pour les hommes, tu es peut-être la preuve du contraire. Est-ce que c'est un cliché qui est très souvent amené sur ton métier? Alors oui, en général, on me dit que c'est beau d'avoir une femme à ce poste-là, parce qu'en général, ce sont des hommes. Après, voilà, c'est les métiers techniques sont aussi pour les femmes. La preuve est dans l'entreprise chez Orient Chemical. On est essentiel, enfin, il y a au poste de cadre, il y a essentiellement des femmes. Donc, D'accord. c'est vraiment des Ouais. métiers ouverts à tout le monde.
L'industrie, c'est polluant et dangereux, c'est souvent ce qu'on me dit. Il faut savoir que justement, il y a effectivement des risques, et que ces risques ils sont contrôlés et que, comme je disais un peu plus tôt, ça fait 30 ans qu'on suit tout ce qui sort de notre usine, que ça soit à l'eau, que ça soit à l'air, et que on respecte notre code de la route à nous. Donc Ça aide. c'est pas plus polluant qu'autre chose, quoi. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Ça permet d'avoir beaucoup plus de contrôle sur ce que ça rejette, en tout cas. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. Et on va passer à la dernière slide, qui sera vraiment la carte d'identité. Donc, il y a eu énormément de questions, encore une fois, je le répète, dans le chat. Ne vous inquiétez pas, on a essayé d'y répondre un maximum avec les modérateurs aussi, pour satisfaire vos réponses. Et justement, la question qui est revenue le plus souvent, elle arrive très bientôt. Au niveau de l'argent, est-ce que c'est possible d'avoir une fourchette de salaire qu'on puisse espérer en fait au début de ces fonctions dans vos métiers respectifs? Donc, par exemple, est-ce que Julie, tu peux nous donner une idée, même si c'est un peu flou, c'est juste pour se donner un peu une idée. Ouais, alors en gros, en tant qu'ingénieur débutant, on est aux alentours de 3 000 € bruts par mois. Ok, super. Après, ça dépend de l'école, ça dépend d'un certain nombre de choses, mais en gros, c'est à peu près. Puis j'imagine que ça dépend de l'entreprise aussi, du poste en question. Mais ok, merci pour cette réponse. Et de ton côté, Antoine? Donc, en tant que débutant, BTS, on va dire, avec un niveau BTS, je dirais entre 2000 € et 2500 € bruts par mois Ok, c'est bien. pour le salaire, voilà. Ok, bon, j'espère que vous avez bien écouté, vu que vous faites que poser les questions. Et ensuite, on va partir un petit peu sur les questions auxquelles on n'a pas répondu. Donc, le relationnel, on y a répondu. En solo ou avec une team, globalement, dans toutes vos réponses, j'ai entendu quand même il y avait une équipe qui était importante. Les langues étrangères, on y a répondu. L'environnement de travail, globalement, c'est tous les deux, c'est sur le terrain, plus sur le terrain, globalement. Ouais, c'est ça. C'est ça. Moi, je dirais 50-50 quand même. Ouais, 50-50 quand même. Un petit peu des deux, au moins, tu vois pas mal de choses. Est-ce que ça peut vous arriver d'avoir des déplacements professionnels dans vos métiers ou pas du tout? Pour mon cas, moi, non, il n'y a pas de déplacement professionnel. Peut-être 1 à 2 fois dans l'année, ça peut arriver si, par exemple, on a un moteur qu'on peut pas réparer sur place et qu'on doit absolument le réparer. Nous, donc, on est à côté d'une zone industrielle. Il y a donc des fournisseurs qui sont à côté qui peuvent nous aider, du coup. Donc, ça serait juste des petits déplacements de pas plus de 15 kilomètres, quoi, avec la voiture de société, pas la voiture personnelle. Électrique, du coup, voiture électrique aussi, pour du coup se déplacer, donc pour faire réparer, et après du coup on revient à l'entreprise directement. Donc ça dépasse pas les 15 kilomètres pour notre métier à nous. Ok, d'accord. Bon, c'est bon à savoir. Et voilà. Du coup, de mon côté, donc moi dans ma vie passée, j'ai eu plus de déplacements professionnels. En gros, j'ai pu partir en Mongolie, au Kazakhstan, en Argentine, enfin voilà. À chaque fois sur des périodes de 2 ou 3 semaines. Aujourd'hui, on est plus sur un marché mondial, mais des relations, on va dire, au niveau européen dans le cadre de mon travail actuel. Donc, il y a des déplacements en Europe, en Allemagne, en Belgique. Et ça va être peut-être 2 fois dans l'année, quoi. Mais c'est sur des périodes assez... ça arrive. Pour les personnes qui aimeraient bien faire des déplacements professionnels, du coup, j'espère que vous avez eu un maximum de réponses. En tout cas, merci beaucoup Julie, merci beaucoup Antoine. Ça m'a fait super plaisir d'en apprendre un peu plus sur vos métiers. Franchement, il y avait plein de choses superbes à découvrir, plein de choses que j'ignorais totalement. Dites-moi dans le chat si vous aussi c'est votre cas. En tout cas, le replay du live, si vous avez loupé un petit quelque chose que vous n'avez pas bien entendu, vous voulez revoir un passage, il sera disponible très rapidement sur notre site myfuture/live. Donc n'hésitez pas à aller retourner voir un petit peu pour voir quand ça sera en ligne. Le prochain événement live est prévu aujourd'hui à 15h et ça sera l'occasion de découvrir une nouvelle entreprise. Cette fois-ci, on sera sur les lieux de Altior en centre Val-de-Loire avec toujours Thomas. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir tout ça avec vous. Je compte aussi sur vous
pour nous suivre jusqu'au 15 décembre pour en savoir un maximum sur tous les métiers de l'industrie. Comme on l'a vu aujourd'hui, c'est des métiers qu'on n'entend pas forcément tout le temps parler, pourtant ils sont hyper intéressants et ils gagnent vraiment à être un peu plus connus. Voilà, très bonne journée à tous et à toutes et à très bientôt. Et encore merci Julie et Antoine. Et à très vite. Au revoir. Au revoir.